décision de principe. Et quand j'étais au tribunal administratif, en matière de contentieux local, qu'il s'agisse des contentieux de série, les immeubles de grande hauteur, etc., ce sont toujours les mêmes questions qui se posent. Et en fait, on en est réduit à des questions de fait. Absolument. Et je mets de côté le recours pour excès de pouvoir, auquel je ne crois absolument pas en matière fiscale. Ça rejoint un petit peu ce que disait le professeur Lambert, puisqu'il y a des enjeux extrêmement forts pour les collectivités locales, et les techniques contentieuses nous permettent une annulation pour l'avenir, et donc donner la possibilité de redélibérer. Le juge a cette possibilité-là. Mais la question que je me posais quand j'étais rapporteur, c'était pourquoi est-ce que les praticiens ne se saisissent pas de la médiation juridictionnelle, puisqu'on en est à une question de fait, on en est à une question de valeur locative, et en tant que juge, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que l'administration fiscale a vraiment raison de proposer ce tarif-là, puisque il s'agit beaucoup de contentieux de grilles tarifaires. Donc pourquoi est-ce que les praticiens, les entreprises, les contribuables ne se rapprochent pas de l'administration pour demander des médiations juridictionnelles notamment? Alors, je vais vous dire, moi j'utilise le conciliateur, mais en fait ça me fait rigoler parce que, en fait, admettons, je rends une décision, je suis l'administration fiscale, très bien, donc je rends ma décision, hop, je suis conciliateur. Et en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont dans le même bureau, qui ont la même vision des choses. Et moi, c'est très rare que j'obtienne satisfaction avec la conciliation. C'est pas possible. Je pensais plus à la médiation juridictionnelle devant le juge. Ce qui a été introduit notamment par la loi justice administrative du XXIe siècle. Pardon, David Barrault, cabinet CMS Francis Lefebvre. Effectivement, il y a cette possibilité qui existe de médiation juridictionnelle. De ma pratique, elle est systématiquement refusée par l'administration fiscale. Je l'ai eu 3-4 fois dans des procédures devant le tribunal administratif. Elle a été proposée par le TA et toujours refusée. Ça a toujours été d'ailleurs apprécié à sa juste valeur par le tribunal. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, c'est des sujets souvent qui ne peuvent être que tranchés par le juge. Bon, mis à part, c'est vrai qu'on a quand même des sujets sur les locotypes, etc. Mais on le sait systématiquement quand c'est vraiment juridique. C'est même pas la peine d'attendre délai de 6 mois. Hop, il faut saisir le juge parce que en fait, l'administration fiscale ne se mouille pas. Même quand ça remonte en direction, il ne se mouille pas. Et c'est au juge de trancher. Et même les juges de première instance, ça dépend des tribunaux. Alors, je vais essayer de ne pas critiquer le vôtre. Mais je sais où vous étiez. On va dire dans le sud de la France. Ou à Douai. Cour administrative d'appel de Douai. En fait, ils ne jugent pas. Ils attendent que ce soit le Conseil d'État sur des choses purement juridiques. Ils attendent que ce soit le Conseil d'État qui rende une décision. On a rarement de jugement ou d'arrêt novateur dans les juridictions de fond. D'autant plus qu'en matière de taxe foncière, on n'a pas de degré d'appel. Oui. Donc ils savent que ça ira très vite au Conseil d'État. Mais ce qui est aussi un frein, puisque effectivement tous les dossiers ne méritent pas de monter à hauteur de cassation. Oui, c'est tout à fait ce que j'allais dire. On a cette difficulté de ne pas avoir l'appel qui pose quand même un problème. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, on a parfois des décisions de principe qui après sont très décevantes. Alors on ne sait pas si c'est l'administration fiscale qui ne joue pas le jeu, puis finalement le juge qui ne joue pas le jeu. Je pense, parce que moi c'est un contentieux que j'ai dans plusieurs dossiers, sur la décision Lahaye-les-Roses par exemple, qui est une décision, donc en matière, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le Conseil d'État, je crois que c'est 2015, a ouvert ce qui pouvait paraître comme une porte significative pour considérer que ne rentre plus dans la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux qui ont fait l'objet d'une rénovation telle qu'elle a, les 2 critères sont posés, qu'il faut que les travaux aient porté sur le gros œuvre, et deuxième condition, qu'ils aient été d'une ampleur telle qu'ils soient impropres à tout usage. Cette décision, on relit les conclusions du rapporteur public, il y avait un vrai sens, ça paraît assez logique, et ça a ouvert une porte. Mais derrière, je pense qu'il y a eu une telle
L'administration n'a pas beaucoup joué le jeu, puisque moi j'ai vu remonter certains dossiers où franchement on se disait mais il n'y a plus rien du tout, tout est enlevé, vous avez juste une structure qui est ouverte au cas de vent, qui permet rien du tout. Et même dans ces cas-là, l'administration fiscale a refusé finalement de faire application de cette jurisprudence. Et donc on a du contentieux qui est remonté au Conseil d'État. Et là, alors je caricature peut-être un peu et ça reste entre nous, mais on s'est demandé si le Conseil d'État ne s'est pas dit « Zut, j'ai ouvert une porte, mais je vais avoir un tel contentieux pour venir déterminer… Alors même s'il aurait certainement dit que ça relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qu'en réalité, cette jurisprudence, elle a donné lieu quasiment à aucune décision favorable ensuite quand c'est remonté. Donc c'est un peu décevant. Effectivement, le juge du fond attend la décision de principe du Conseil d'État, le Conseil d'État la donne, et puis derrière, on se retrouve à avoir vraiment beaucoup de mal. Alors, il y a quand même des hypothèses, je pense, au fond, où ça passe, mais pas beaucoup, quoi. Non, alors nous, c'est un contentieux qu'on a mené sur beaucoup d'immeubles parisiens, d'ailleurs, où effectivement, il ne restait que la coque. Alors, on a fait des constats d'huissier, commissaire de justice, où même on n'avait plus de toit. Et pour autant, donc on a demandé à ne plus être en propriété bâtie, à tout le moins d'être taxé, non pas en bureau, parce que c'était souvent des bureaux, mais en chantier ou en dépôt. Et finalement, non, l'administration fiscale, le juge est venu nous dire non, on garde la qualification ancienne parce que en fait, c'est temporaire. Et dans un futur plus ou moins proche, vous aurez une nouvelle activité de bureau. Donc, pendant 5 ans, toute la durée de vos travaux, on garde cette imposition. Alors oui, c'est un impôt réel, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est au 1er janvier de l'année d'imposition que l'on regarde la nature de l'activité qui est exercée dans les locaux pour en déterminer la qualification et la catégorie fiscale. Et ça, je ne comprends pas pourquoi le Conseil d'État ne l'a pas encore dit, fait, écrit. Alors certainement peut-être pour des enjeux budgétaires, mais pour autant, moi je l'ai martelé et non, on en est toujours là à se dire qu'un immeuble en pleine restructuration doit être taxé selon la qualification qu'il avait avant. Je ne comprends pas. Il y a encore des contentieux en cours, donc peut-être qu'on va finir par réussir à redonner vie à Célia et les Roses. Est-ce que d'autres personnes ont envie de témoigner, de participer ? Élodie, tu as envie de poser une question ? Ah non, pas du tout. Je crois qu'il… Ah oui, allez-y. Non ? Si, moi, je voulais peut-être préciser quelque chose et rebondir sur ce qui a été dit sur la table ronde précédente. Au niveau des contentieux et des relations avec l'administration fiscale, on constate que les discussions au niveau des SIE, des CDIF sont de plus en plus rares. On a de plus en plus de difficultés à obtenir des interlocuteurs pour échanger dans cette phase contentieuse primaire, on va dire. Et du coup, on se retrouve avec des décisions qui sont assez laminaires, peu argumentées, et qui, forcément, vont aller au tribunal. Donc, comme on l'a dit avant, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une perte d'interlocuteurs pour transiger sur des questions de fait qui pourraient être résolues dès le départ du contentieux. Et donc ça, c'est dommageable en fait pour les entreprises parce que ça crée des délais de traitement longs et de l'incertitude. Et puis, je voulais aussi préciser qu'en matière de fiscalité locale, on a une territorialisation des décisions. Il y a un manque d'homogénéité au niveau national. On peut obtenir quelque chose sur un territoire et absolument obtenir l'inverse sur un autre territoire. Et ça, c'est très, très dommageable aussi pour l'entreprise, pour l'acceptation de l'impôt. Alors, je vais vous faire rire. Encore une petite anecdote. Vous vous rappelez qu'on a mené un contentieux sur Échirolles, qu'on a gagné ensemble. J'ai fait exactement le même contentieux pour Leclerc, devant le même tribunal, avec le même mémoire. J'ai perdu. Pourquoi ? Il y avait 2 chambres différentes. Et donc j'ai une chambre, c'est bizarre, hein, j'ai une chambre qui a dit non, on ne change pas le local type, et une autre chambre qui m'a dit ok, on change le local type. Voilà, les bras m'en sont tombés.
Et ça, je ne l'avais jamais vu. Alors la territorialisation, oui, évidemment, on se doute bien qu'à Strasbourg, on n'a pas la même façon, même philosophie qu'à Toulouse, etc. Ce qui est dommageable, mais voilà, donc ça nourrit un peu le contentieux. Mais alors au sein même d'une juridiction, là, c'est le pompon. Du coup, voilà, je ne savais pas quoi faire de mes deux décisions. Donc j'utilise la vôtre. Mais voilà, c'est un peu gênant. Est-ce qu'on est prêt à faire une petite pause d'un quart d'heure et on se retrouve à 11h30 pour la 3e table ronde. Merci. Merci. Et de la déterritorialisation de l'impôt. Retrouvez notre décryptage de ça. À la demande de la Commission des finances nationales de l'Assemblée nationale, la Cour des comptes a examiné l'impact des réformes récentes des impôts locaux sur les contribuables locaux, les ménages, les entreprises, mais également les collectivités territoriales, ainsi que l'État et les finances publiques prises dans leur ensemble. Ces réformes ont été mises en œuvre en fonction de finalités extérieures à la fiscalité locale. D'une part, donner du pouvoir d'achat aux ménages, mais également améliorer la compétitivité des entreprises. Ces objectifs ont été atteints, mais avec des effets incertains sur l'activité économique. Ils s'accompagnent d'un coût considérable pour les finances publiques et une déterritorialisation des recettes des collectivités territoriales. Depuis 2018, la France a entrepris une transformation majeure de sa fiscalité locale. 3 réformes emblématiques ont marqué cette période. La première est la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Puis la seconde est la réduction de moitié des bases fiscales des locaux industriels, un allègement bien évidemment majeur sur les entreprises. Puis, enfin, la quasi-disparition de la CVAE, destinée à améliorer leur compétitivité. Pour les entreprises, ces réformes représentent une baisse directe des impôts locaux sur la production, élevée à 19 milliards d'euros en 2023. La réduction des bases des locaux industriels à elle seule a permis un gain de 4,3 milliards d'euros, tandis que la suppression progressive de la CVAE, amorcée en 2021, constitue une économie substantielle, et ce, notamment pour les secteurs industriels les plus exposés à la concurrence internationale. On constate une nette amélioration de la rentabilité des entreprises, selon le rapport de la Cour des comptes. L'impact de ces réformes sur la rentabilité des entreprises est effectivement significatif. Selon le rapport, la suppression de la CVAE et la réduction des bases des locaux industriels ont contribué à augmenter en moyenne de 2,4% l'excédent brut d'exploitation des entreprises en 2023. Les industries, grandes consommatrices d'actifs immobiliers, figurent parmi les principales bénéficiaires. Cependant, le rapport souligne que ces allègements fiscaux ne constituent qu'une partie des déterminantes économiques des entreprises. La fiscalité locale, bien que non négligeable, reste minoritaire par rapport aux prélèvements sociaux et aux taxes nationales. Par ailleurs, les incertitudes sur l'étalement de la suppression totale de la CVAE, rappelons-le initialement prévu pour 2024 mais repoussé jusqu'en 2030, pourraient limiter les effets positifs attendus. Il existe des entreprises moins contributrices au financement des infrastructures, puisque la réforme a également modifié la contribution des entreprises au financement des collectivités et des infrastructures. Lorsqu'elles bénéficient directement des services publics locaux, citons les routes, les transports, le développement économique, leur part dans la fiscalité territorialisée a diminué. À titre d'exemple, les entreprises ne contribuent plus au financement des régions,
qui exercent pourtant des compétences essentielles dans le domaine économique et des infrastructures. Du côté des collectivités, cette déconnexion entre la fiscalité locale et les activités économiques réduit l'incitation à attirer des entreprises ou à encourager leur développement, ce qui bien évidemment pourrait freiner la dynamique économique des territoires. En outre, les taxes restantes, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, continuent de peser sur les entreprises, souvent à des taux croissants, compensant partiellement les baisses ailleurs. Il y a un système fiscal à moderniser d'urgence, c'est ce que relève le rapport, qui met également en évidence l'obsolescence des bases fiscales locales, notamment des valeurs locatives cadastrales, bien qu'une réforme a eu lieu depuis 2017. Ces bases utilisées pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE ne reflètent pas encore les réalités économiques actuelles. Les locaux industriels, par exemple, sont évalués sur des bases brutes au bilan, sans tenir compte des amortissements, ce qui surévalue leur fiscalité. La réduction de 50% des bases des locaux industriels visait à corriger cette distorsion. Cependant, le rapport de la Cour des comptes souligne que cet avantage diminue progressivement en raison de l'indexation annuelle sur l'inflation et les hausses des taux votées par les collectivités territoriales. Cela a un impact direct sur le choix des investissements. Si les réformes ont permis une amélioration immédiate de la rentabilité, leurs effets sur les investissements restent incertains. Les entreprises, en particulier dans l'industrie, prennent en compte de nombreux facteurs. Le coût du travail, les infrastructures, la stabilité fiscale, pour déterminer leurs décisions. Bien que la fiscalité locale ne soit pas le principal frein, elle peut influencer les arbitrages à la marge, notamment sur les projets d'extension ou de localisation. On constate un risque croissant de fracture territoriale. L'évolution du système fiscal a également un impact différencié sur les territoires. Les régions industrielles qui bénéficient directement de la réduction de la fiscalité sur les locaux industriels pourraient tirer leur épingle du jeu. En revanche, les zones rurales ou en difficulté économique dépendent fortement de transferts financiers de l'État, risquent de voir leur attractivité diminuer en l'absence de recettes locales suffisantes pour financer les infrastructures ou attirer de nouveaux investisseurs. Certaines recommandations pour un avenir plus équitable doivent être faites. Force de ces constats, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations pour garantir un équilibre entre compétitivité des entreprises et soutenabilité des finances locales. Cette première recommandation, c'est encore de moderniser les bases fiscales locales, notamment pour mieux refléter la valeur réelle des locaux industriels. La deuxième recommandation consiste à assurer une meilleure répartition des compensations financières, en tenant compte des marges réelles et des besoins des collectivités. Et enfin, encourager une fiscalité locale incitative, notamment pour les régions et les communes souhaitant attirer des entreprises et soutenir l'emploi. En bref, il y a un navire fiscal à clarifier. Les réformes de la fiscalité locale, bien qu'ambitieuses, ont mis en lumière un dilemme pour les finances publiques. Comment concilier compétitivité des entreprises, pouvoir d'achat des ménages et pérennité des ressources des collectivités? Si les entreprises ont largement profité de ces mesures, la réduction de leur contribution aux infrastructures et aux services locaux pose la question de leur rôle dans le financement du développement territorial. Alors que du côté des collectivités, le défi sera de trouver de nouvelles ressources pour répondre aux besoins croissants sans alourdir la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. En soi, le rapport de la Cour des comptes appelle ainsi à une modernisation urgente et à une vision stratégique pour éviter une fracture fiscale et territoriale dans les années à venir.
La Cour des comptes publie le 15 janvier 2025 un rapport sur l'évolution de la répartition des impôts locaux entre ménages, entreprises et de la déterritorialisation de l'impôt. Retrouvez notre décryptage de ce rapport. À la demande de la Commission des finances nationales de l'Assemblée nationale, la Cour des comptes a examiné l'impact des réformes récentes des impôts locaux sur les contribuables locaux, les ménages, les entreprises, mais également les collectivités territoriales, ainsi que l'État et les finances publiques prises dans leur ensemble. Ces réformes ont été mises en œuvre en fonction de finalités extérieures à la fiscalité locale. D'une part, donner du pouvoir d'achat aux ménages, mais également améliorer la compétitivité des entreprises. Ces objectifs ont été atteints, mais avec des effets incertains sur l'activité économique. Ils s'accompagnent d'un coût considérable pour les finances publiques et une déterritorialisation des recettes des collectivités territoriales. Depuis 2018, la France a entrepris une transformation majeure de sa fiscalité locale. 3 réformes emblématiques ont marqué cette période. La première est la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Puis la seconde est la réduction de moitié des bases fiscales des locaux industriels, un allègement bien évidemment majeur sur les entreprises. Puis, enfin, la quasi-disparition de la CVAE destinée à améliorer leur compétitivité. Pour les entreprises, ces réformes représentent une baisse directe des impôts locaux sur la production, élevée à 19 milliards d'euros en 2023. La réduction des bases des locaux industriels à elle seule a permis un gain de 4,3 milliards d'euros, tandis que la suppression progressive de la CVAE amorcée en 2021 constitue une économie substantielle, et ce, notamment pour les secteurs industriels les plus exposés à la concurrence internationale. On constate une nette amélioration de la rentabilité des entreprises, selon le rapport de la Cour des comptes. L'impact de ces réformes sur la rentabilité des entreprises est effectivement significatif. Selon le rapport, la suppression de la CVAE et la réduction des bases des locaux industriels ont contribué à augmenter en moyenne de 2,4% l'excédent brut d'exploitation des entreprises en 2023. Les industries, grandes consommatrices d'actifs immobiliers, figurent parmi les principales bénéficiaires. Cependant, le rapport souligne que ces allègements fiscaux ne constituent qu'une partie des déterminantes économiques des entreprises. La fiscalité locale, bien que non négligeable, reste minoritaire par rapport aux prélèvements sociaux et aux taxes nationales. Par ailleurs, les incertitudes sur l'étalement de la suppression totale de la CVAE, rappelons-le initialement prévu pour 2024 mais repoussé jusqu'en 2030, pourraient limiter les effets positifs attendus. Il existe des entreprises moins contributrices au financement des infrastructures, puisque la réforme a également modifié la contribution des entreprises au financement des collectivités et des infrastructures. Lorsqu'elles bénéficient directement des services publics locaux, citons les routes, les transports, le développement économique, leur part dans la fiscalité territorialisée a diminué. À titre d'exemple, les entreprises ne contribuent plus au financement des régions, qui exercent pourtant des compétences essentielles dans le domaine économique et des infrastructures. Du côté des collectivités, cette déconnexion entre la fiscalité locale et les activités économiques réduit l'incitation à attirer des entreprises ou à encourager leur développement, ce qui bien évidemment pourrait freiner la dynamique économique des territoires. En outre, les taxes restantes, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, continuent de peser sur les entreprises, souvent à des taux croissants, compensant partiellement les baisses ailleurs. Il y a un système fiscal à moderniser d'urgence, c'est ce que relève le rapport, qui met également en évidence l'obsolescence des bases fiscales locales, notamment des valeurs locatives cadastrales, bien qu'une réforme a eu lieu depuis 2017.
Ces bases utilisées pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE ne reflètent pas encore les réalités économiques actuelles. Les locaux industriels, par exemple, sont évalués sur des bases brutes au bilan, sans tenir compte des amortissements, ce qui surévalue leur fiscalité. La réduction de 50% des bases des locaux industriels visait à corriger cette distorsion. Cependant, le rapport de la Cour des comptes souligne que cet avantage diminue progressivement en raison de l'indexation annuelle sur l'inflation et les hausses des taux votées par les collectivités territoriales. Cela a un impact direct sur le choix des investissements. Si les réformes ont permis une amélioration immédiate de la rentabilité, leurs effets sur les investissements restent incertains. Les entreprises, en particulier dans l'industrie, prennent en compte de nombreux facteurs. Le coût du travail, les infrastructures, la stabilité fiscale, pour déterminer leurs décisions. Bien que la fiscalité locale ne soit pas le principal frein, elle peut influencer les arbitrages à la marge, notamment sur les projets d'extension ou de localisation. On constate un risque croissant de fracture territoriale. L'évolution du système fiscal a également un impact différencié sur les territoires. Les régions industrielles qui bénéficient directement de la réduction de la fiscalité sur les locaux industriels pourraient tirer leur épingle du jeu. En revanche, les zones rurales ou en difficulté économique dépendent fortement de transferts financiers de l'État, risquent de voir leur attractivité diminuer en l'absence de recettes locales suffisantes pour financer les infrastructures ou attirer de nouveaux investisseurs. Certaines recommandations pour un avenir plus équitable doivent être faites. Force de ces constats, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations pour garantir un équilibre entre compétitivité des entreprises et soutenabilité des finances locales. Cette première recommandation, c'est encore de moderniser les bases fiscales locales, notamment pour mieux refléter la valeur réelle des locaux industriels. La deuxième recommandation consiste à assurer une meilleure répartition des compensations financières, en tenant compte des marges réelles et des besoins des collectivités. Et enfin, encourager une fiscalité locale incitative, notamment pour les régions et les communes souhaitant attirer des entreprises et soutenir l'emploi. En bref, il y a un navire fiscal à clarifier. Les réformes de la fiscalité locale, bien qu'ambitieuses, ont mis en lumière un dilemme pour les finances publiques. Comment concilier compétitivité des entreprises, pouvoir d'achat des ménages et pérennité des ressources des collectivités? Si les entreprises ont largement profité de ces mesures, la réduction de leur contribution aux infrastructures et aux services locaux pose la question de leur rôle dans le financement du développement territorial. Alors que du côté des collectivités, le défi sera de trouver de nouvelles ressources pour répondre aux besoins croissants sans alourdir la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. En soi, le rapport de la Cour des comptes appelle ainsi à une modernisation urgente et à une vision stratégique pour éviter une fracture fiscale et territoriale dans les années à venir. La Cour des comptes publie le 15 janvier 2025 un rapport sur l'évolution de la répartition des impôts locaux entre ménages, entreprises et de la déterritorialisation de l'impôt. Retrouvez notre décryptage de à la demande de la Commission des finances nationales de l'Assemblée nationale, la Cour des comptes a examiné l'impact des réformes récentes des impôts locaux sur les contribuables locaux, les ménages, les entreprises, mais également les collectivités territoriales, ainsi que l'État et les finances publiques prises dans leur ensemble. Ces réformes ont été mises en œuvre en fonction de finalités extérieures à la fiscalité locale. D'une part, donner du pouvoir d'achat aux ménages, mais également améliorer la compétitivité des entreprises. Ces objectifs ont été atteints, mais avec des effets incertains sur l'activité économique. Ils s'accompagnent d'un coût considérable pour les finances publiques et une déterritorialisation des recettes des collectivités territoriales.
Depuis 2018, la France a entrepris une transformation majeure de sa fiscalité locale. 3 réformes emblématiques ont marqué cette période. La première est la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Puis la seconde est la réduction de moitié des bases fiscales des locaux industriels, un allègement bien évidemment majeur sur les entreprises. Puis, enfin, la quasi-disparition de la CVAE destinée à améliorer leur compétitivité. Pour les entreprises, ces réformes représentent une baisse directe des impôts locaux sur la production, élevée à 19 milliards d'euros en 2023. La réduction des bases des locaux industriels à elle seule a permis un gain de 4,3 milliards d'euros, tandis que la suppression progressive de la CVAE amorcée en 2021 constitue une économie substantielle, et ce, notamment pour les secteurs industriels les plus exposés à la concurrence internationale. On constate une nette amélioration de la rentabilité des entreprises, selon le rapport de la Cour des comptes. L'impact de ces réformes sur la rentabilité des entreprises est effectivement significatif. Selon le rapport, la suppression de la CVAE et la réduction des bases des locaux industriels ont contribué à augmenter en moyenne de 2,4% l'excédent brut d'exploitation des entreprises en 2023. Les industries, grandes consommatrices d'actifs immobiliers, figurent parmi les principales bénéficiaires. Cependant, le rapport souligne que ces allègements fiscaux ne constituent qu'une partie des déterminantes économiques des entreprises. La fiscalité locale, bien que non négligeable, reste minoritaire par rapport aux prélèvements sociaux et aux taxes nationales. Par ailleurs, les incertitudes sur l'étalement de la suppression totale de la CVAE, rappelons-le initialement prévu pour 2024 mais repoussé jusqu'en 2030, pourraient limiter les effets positifs attendus. Il existe des entreprises moins contributrices au financement des infrastructures, puisque la réforme a également modifié la contribution des entreprises au financement des collectivités et des infrastructures. Lorsqu'elles bénéficient directement des services publics locaux, citons les routes, les transports, le développement économique, leur part dans la fiscalité territorialisée a diminué. À titre d'exemple, les entreprises ne contribuent plus au financement des régions, qui exercent pourtant des compétences essentielles dans le domaine économique et des infrastructures. Du côté des collectivités, cette déconnexion entre la fiscalité locale et les activités économiques réduit l'incitation à attirer des entreprises ou à encourager leur développement, ce qui bien évidemment pourrait freiner la dynamique économique des territoires. En outre, les taxes restantes, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, continuent de peser sur les entreprises, souvent à des taux croissants, compensant partiellement les baisses ailleurs. Il y a un système fiscal à moderniser d'urgence, c'est ce que relève le rapport, qui met également en évidence l'obsolescence des bases fiscales locales, notamment des valeurs locatives cadastrales, bien qu'une réforme a eu lieu depuis 2017. Ces bases utilisées pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE ne reflètent pas encore les réalités économiques actuelles. Les locaux industriels, par exemple, sont évalués sur des bases brutes au bilan, sans tenir compte des amortissements, ce qui surévalue leur fiscalité. La réduction de 50% des bases des locaux industriels visait à corriger cette distorsion. Cependant, le rapport de la Cour des comptes souligne que cet avantage diminue progressivement en raison de l'indexation annuelle sur l'inflation et les hausses des taux votées par les collectivités territoriales. Cela a un impact direct sur le choix des investissements. Si les réformes ont permis une amélioration immédiate de la rentabilité, leurs effets sur les investissements restent incertains. Les entreprises, en particulier dans l'industrie, prennent en compte de nombreux facteurs, le coût du travail, les infrastructures, la stabilité fiscale,
pour déterminer leurs décisions. Bien que la fiscalité locale ne soit pas le principal frein, elle peut influencer les arbitrages à la marge, notamment sur les projets d'extension ou de localisation. On constate un risque croissant de fracture territoriale. L'évolution du système fiscal a également un impact différencié sur les territoires. Les régions industrielles qui bénéficient directement de la réduction de la fiscalité sur les locaux industriels pourraient tirer leur épingle du jeu. En revanche, les zones rurales ou en difficulté économique dépendent fortement de transferts financiers de l'État, risquent de voir leur attractivité diminuer en l'absence de recettes locales suffisantes pour financer les infrastructures ou attirer de nouveaux investisseurs. Certaines recommandations pour un avenir plus équitable doivent être faites. Force de ces constats, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations pour garantir un équilibre entre compétitivité des entreprises et soutenabilité des finances locales. Cette première recommandation, c'est encore de moderniser les bases fiscales locales, notamment pour mieux refléter la valeur réelle des locaux industriels. La deuxième recommandation consiste à assurer une meilleure répartition des compensations financières, en tenant compte des marges réelles et des besoins des collectivités. Et enfin, encourager une fiscalité locale incitative, notamment pour les régions et les communes souhaitant attirer des entreprises et soutenir l'emploi. En bref, il y a un navire fiscal à clarifier. Les réformes de la fiscalité locale, bien qu'ambitieuses, ont mis en lumière un dilemme pour les finances publiques. Comment concilier compétitivité des entreprises, pouvoir d'achat des ménages et pérennité des ressources des collectivités? Si les entreprises ont largement profité de ces mesures, la réduction de leur contribution aux infrastructures et aux services locaux pose la question de leur rôle dans le financement du développement territorial. Alors que du côté des collectivités, le défi sera de trouver de nouvelles ressources pour répondre aux besoins croissants sans alourdir la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. En soi, le rapport de la Cour des comptes appelle ainsi à une modernisation urgente et à une vision stratégique pour éviter une fracture fiscale et territoriale dans les années à venir. La Cour des comptes publie le 15 janvier 2025 un rapport sur l'évolution de la répartition des... Tout le monde est reposé et prêt pour cette dernière table ronde. Allez, je vous propose qu'on retrouve nos trois derniers intervenants pour parler d'ancrage territorial. C'est un sujet qu'on a déjà commencé à aborder un petit peu, mais là, on va l'approfondir. Eh bien, merci de nous avoir rejoints. Il nous manque des... je pense qu'on a un petit souci de PowerPoint. Non, mon PowerPoint, il est bien. Ça va arriver, c'est pas grave. Ah voilà, parfait. Marie-Pascale Anthony, merci de nous avoir rejoints ce matin. Vous êtes directrice des affaires fiscales du MEDEF. Vous parlez de fiscalité locale tous les jours, un jour sur deux. À CPME, c'est un jour sur deux. Non, je n'irai pas jusque-là, pas un jour sur deux, non. Je ne vais pas comptabiliser. Trop souvent, probablement. Trop souvent. Ah oui, le micro marche. Le micro doit être sur mute, apparemment. Je le fais bouger, mais... Merci. Oui, donc souvent, trop souvent, mais pas tous les jours, ni tous les 2 jours. Donc.
Jean-Michel Ferragati, vous êtes déjà présenté, tout le monde vous connaît. Parcours vous suit. Vous êtes directeur fiscal de Rémy Cointreau. Rémy Cointreau est implanté là où on produit le cognac. Bah oui, pour la partie Rémy Martin, en effet, même pour la partie Cointreau, historiquement Angers. Et puis le plus souvent, voilà, quand on fait des liqueurs et des spiritueux, on a du terroir et donc on est implanté là où il y a le terroir. Ouais. C'est beau. Oui, c'est très beau. J'incite les gens à aller visiter. Et c'est bon. C'est bon aussi, bon. Oui. Françoise Larpin, j'ai mis directrice nationale de KPMG secteur public, mais est-ce que vous êtes toujours... Alors non, là je vois que vous m'avez laissé KPMG, mais j'ai quitté fin 2019. Hein, donc, alors votre profil LinkedIn oui, il va falloir actualiser votre fichier. Mais c'est pas grave. Hein, donc, voilà. Donc moi j'ai commencé à la DGCL en charge de la répartition de la DGF et en charge du secrétariat du comité des finances locales en 82. Donc j'ai vécu la loi de décentralisation et toutes les réformes qui sont intervenues de 82 jusqu'à mon départ donc de KPMG. Nous les avons accompagnés d'abord dans un bureau d'études où je suis restée 5 ans comme directrice des études et associée, puis chez KPMG où j'ai donc développé le département de conseil au secteur public, local plus particulièrement, puisque 90% des clients étaient des collectivités locales. Et là, nous avons accompagné donc toutes les réorganisations, les fusions de régions, les communes nouvelles, les créations d'intercommunalités, toutes les réformes. Donc je vais doucher tout de suite les espoirs, monsieur Lambert. Je ne crois ni à la simplification de la DGF, ni à la simplification de la fiscalité, et ni à la simplification de l'organisation territoriale, dans la mesure où, si vous voulez, les élus en fait, font beaucoup de lobbying dès qu'il y a des réformes possibles, et eux-mêmes contribuent à complexifier les choses. Donc à chaque fois qu'il y avait une réforme, que ce soit finance, fiscale ou d'organisation, je me réjouissais pour mon équipe, car je savais que nous allions pouvoir continuer à travailler. Et je rassure Marie-Christine sur le fait qu'elle va pouvoir faire sa carrière, je pense, sans problème. Voilà, c'était juste une petite introduction. Alors là, je suis soulagée. Je pouvais l'être. Quand on a préparé en fait cette table ronde, moi j'avais en tête que finalement la fiscalité était un levier d'attraction, d'attractivité, hein, pas d'amusement, un levier d'attraction des entreprises sur le territoire. Et vous m'aviez dit, Marie-Cécile, mais pas du tout. Alors, quel est pourquoi les entreprises choisissent-elles de s'implanter sur un territoire ? Alors, je n'ai pas dit qu'elles n'en tenaient jamais compte. J'ai dit que pour les investissements étrangers, pour les très grandes entreprises, le critère de la fiscalité n'est pas forcément le seul critère pris en compte. La concurrence internationale étant extrêmement importante pour les investissements étrangers, à un moment donné, la fiscalité peut jouer si, par ailleurs, les avantages offerts par les autres pays sont supérieurs en fait aux avantages qu'elles peuvent avoir en France. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'atouts en France. Hein. Il y a du personnel qualifié, il y a des infrastructures, enfin, il y a quand même beaucoup d'atouts. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements étrangers en France. Ça a été quand même un assez beau succès. Et à KPMG, il y avait des études qui permettaient de voir chaque année que ça marchait plutôt assez bien. Donc, par contre, effectivement, quand il y a des pays qui offrent les mêmes atouts, la fiscalité va jouer, forcément. Alors, ce qui joue beaucoup plus, c'est la gouvernance, en fait, et l'accueil que sont capables d'offrir les territoires. Si, quand une entreprise importante veut s'implanter, que ce soit une entreprise étrangère ou une entreprise française, et qu'elle a affaire à 5-6 décideurs, l'État, la commune, l'intercommunalité, la région qui s'en mêle, le département, les services déconcentrés de l'État et autres, les circuits de décision peuvent être très très longs et elles peuvent se décourager et choisir un autre territoire, à l'étranger ou en France. Donc les concurrences sont aussi en France, entre territoires. Donc la gouvernance est un critère extrêmement important.
Et à cela s'ajoutent pour moi tous les atouts, hein, les réseaux, l'accès au haut débit, les transports, la formation du personnel, le fait qu'il y ait des sous-traitants dans les territoires. On avait fait une étude en 2001 qui reste valable de mon point de vue pour le CNER, et on l'a refaite ensuite pour les communautés urbaines sur les liens qui font que des entreprises s'installent dans un territoire. Est-ce qu'il y a des liens spécifiques dans le choix d'un territoire? Il avait été montré, c'était plutôt le cas bien sûr pour les PME, les ETI ou les TPE, que ce qui comptait souvent, c'était les liens intérieurs qui pouvaient être familiaux, liés au fait que des gens veulent être dans la région parce qu'il y a la mer et ils font du bateau, les dirigeants, parce qu'il y a des sous-traitants localement, parce qu'il y a des clients, hein, que c'était une zone qui est favorable pour les clients, il y a des amis, enfin il y a plein de critères qui étaient des critères qui sont liés donc à des critères personnels de l'équipe dirigeante. Et il y a également donc, quelque chose d'important, indépendamment de la gouvernance, c'est l'accueil que sont capables de donner les élus, en fait, les communes, les intercommunalités, pour l'accueil du personnel et des cadres, etc. Donc les aider à trouver un emploi pour le conjoint, ça se fait beaucoup. Essayer de faciliter l'accueil des enfants dans les écoles si c'est en cours d'arrivée. Résoudre le problème du logement, parce que s'il n'y a pas de logement, vous n'allez pas avoir effectivement la possibilité d'accueillir l'équipe à une nouvelle entreprise. Vous voyez, c'est un sujet qui est quand même très global en fait, hein, le problème de l'attractivité. Et puis il y a tout le problème du marketing territorial, comment savoir vendre son territoire. Et c'est pas seulement aller dans un salon, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de voix, en fait. Hein. Voilà, hein, c'est quelques idées, hein, au regard de mon expérience, pour montrer que sur les constats que j'ai pu faire au cours de ma vie professionnelle, le sujet de l'attractivité a été pris en charge de façon plus ou moins bonne par des équipes en fonction de leur capacité à innover, à être ouvert, à travailler en équipe et en partenariat. Voilà. Et pour ça, il faut des recettes. Voilà. Et ça fait des recettes. En fait, c'est un cercle vicieux ou vertueux, je sais pas. C'est un cercle vertueux ou pas. Ça dépend effectivement de la dynamique. Alors c'est vrai qu'il y a des élus qui ont le sens, hein, du développement économique, qui veulent quand même encore accueillir des entreprises, qui donc trouvent des solutions pour les accueillir, parce que c'est vital pour un territoire. Si vous êtes dans un territoire qui est en train de mourir ou avec une population défavorisée, moi je pense à Sainte-Foy-la-Grande. Vous voyez, je suis souvent à la campagne maintenant. Mon voisin est un élu local d'une commune rurale. Il est en charge des finances à la commune, il est en charge du développement économique à l'intercommunalité et en charge du développement économique et du tourisme au pays. Il faut voir le travail qui est fait par cette commune et cette équipe d'élus pour redynamiser le territoire. Ils ont fait un nombre de choses incalculables et maintenant ça marche. Mais ils ont réussi à faire partir tous les marchands de sommeil de la commune qui venaient travailler dans les vignes, etc. Ils ont réussi à faire en sorte que les commerçants s'implantent, que des gens viennent acheter les maisons qui ont été rénovées. C'est un notaire qui a fait tout le travail pour revendre les maisons qui ont été libérées par les marchands de sommeil. Et donc, le centre-ville revit. Et donc, il y a eu un travail après avec la métropole de Bordeaux, avec le Libournais. Si vous voulez, tout ce travail a produit des résultats. Et maintenant, il y a des entreprises qui s'installent. Vous voyez ? Et ça, il faut voir l'énergie qu'ils y passent. Hein. Mais bon, ça joue beaucoup. Voilà. Merci pour votre témoignage. Madame Anthony, du côté du MEDEF, est-ce que vous avez des questions qui remontent souvent des adhérents entre le lien entre le territoire et les entreprises, il y a une distorsion? Je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Madame. C'est vrai que la fiscalité locale a moins d'importance qu'elle n'en a eu depuis la réforme de la taxe professionnelle. Parce que déjà, la CVAE, qui était plus liée à l'activité, a fait changer la façon de voir les choses.
Avant, c'était quand même très, très important. Parce qu'en fait, le sujet, c'est de voir dans quel ordre, à quel niveau, il y a différents critères d'attractivité, où se situe la fiscalité. Il est sûrement aujourd'hui plus bas qu'il n'a été, notamment en fiscalité locale. Mais moi, je prendrais les choses un peu différemment. En fait, les entreprises, si elles ont un écosystème favorable, elles sont prêtes à payer plus d'impôts, y compris en fiscalité locale, qu'ailleurs. Bon, oui, je paye plus, je sais que je paye plus, mais j'ai l'écosystème, donc effectivement, et je crois qu'elles le voient un petit peu comme ça. Mais il y a quand même encore une étude des entreprises sur quel est le poids de la fiscalité locale, qui est importante. Et on ne peut pas dire que ça n'ait pas une importance importante. C'est quand même encore un critère là, pour préparer J'ai fait un petit peu le tour à droite à gauche, et ça vient quand même, dès qu'on parle avec quelqu'un, on parle avec des étrangers, ça vient quand même assez vite. Ne serait-ce que parce que notre pays a sa réputation de fiscalité élevée, complexe et instable. Et quand on a dit ces trois mots-là, on fait fuir beaucoup de gens, même si la réalité n'est pas exactement celle-là. Alors vous vous rappelez, à l'époque de la taxe professionnelle, j'ai l'impression que ça fait vieux quand on dit ça. Quand il y avait la taxe professionnelle, tous les loueurs de voitures étaient... Dans l'Oise. Oui. Mais c'était pas pour c'était la taxe grise, la carte grise. La carte grise. C'était la carte locale. Oui. Donc en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était moins cher. Et donc là, on avait une vraie territorialisation des entreprises, de l'entreprise par rapport à sa fiscalité. Aujourd'hui, Mais alors, je vais faire vieille, mais quand on a travaillé sur la commission Fouquet, c'est une commission de réforme de la taxe professionnelle. Alors, je ne sais même plus quand c'est au siècle dernier, c'est sûr. Où on parlait des collectivités locales, il y avait des représentants d'entreprises et des représentants de collectivités locales qui étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et je ne sais pas s'il y a des chambres de commerce ici, mais il y avait aussi les chambres de commerce qui étaient les seules côté entreprises qui défendaient la taxe professionnelle. Mais puisqu'elles en vivent, mais c'est un autre sujet. À cette époque-là, on a auditionné des entreprises étrangères, industrielles, qui avaient envisagé de venir en France. Et elles venaient nous expliquer que pour décider où elles voulaient aller, elles faisaient, une fois qu'elles avaient vu l'environnement, elles regardaient le compte de résultat. Et la taxe professionnelle, elle était très haut dans le compte de résultat. Et quand on leur disait oui, mais l'IS, mais non, parce que l'IS, ça vient après, quand on a fait du bénéfice. Et donc, c'était vraiment ces impôts. Et on en a encore toujours beaucoup, des impôts sur les facteurs de production, même si la CVAE est soi-disant en train de disparaître et qu'elle est moins pire que d'autres impôts. D'ailleurs, est-ce que c'est celle qu'il fallait supprimer ? Je n'en sais rien. Mais les entreprises étrangères font encore cette analyse. Ça, on en a parlé, Monsieur Ferragati, pendant qu'on travaillait sur cette table ronde. Vos investisseurs allemands, dans votre ancienne vie, moins attrayante que chez Rémy Cointreau, étaient surpris de ces impôts locaux ? Oui, bien sûr. À partir du moment où vous êtes un groupe international, vous avez de la comparabilité, vous allez vers des normes IFRS, et là, bien entendu, quel est le classement de l'impôt ? Et en effet, il y a below the line, above the line, et donc à partir du moment où vous êtes above the line, en comparaison, tout simplement, votre EBIT sera moins bon qu'un concurrent qui a pourtant exactement les mêmes caractéristiques que vous. Pour revenir au sujet vraiment d'ancrage, je pense qu'il faut vraiment catégoriser les entreprises. Donc vous avez des entreprises, moi, Rémy, je crois que ça va être ma 10e boîte. Vous avez des entreprises comme Rémy où voilà, il est évident qu'on ne va pas partir de Charente. Non. La famille vit en Charente depuis 300 ans, comme vous dites. Le raisin, la grande et petite Champagne ne se fait qu'en Charente. Voilà. Donc là, c'est plié. Et là, on subit, on optimise, on essaye de faire... Voilà. On peut vaguement essayer d'influer sur les décisions locales, mais enfin, c'est assez faible. Après, vous avez aussi les sociétés industrielles
quand vous avez un outil industriel, vous avez soit un écosystème, soit même parfois des infrastructures. Je prends une société qui porte plus exactement, la commune porte le nom de la société. En Alsace, vous avez une société qui s'appelle Ilkirch Grafenstaden, Ilkirch Grafenstaden. Au début, la commune, c'était eux. C'est-à-dire que l'usine, c'était la commune. Voilà. Il y avait l'usine et puis les ouvriers, et il y avait en fait un nœud ferroviaire. Donc il y avait des rails qui permettaient en fait d'emmener les turbo-réducteurs, je ne dis pas de bêtises, sur le rail. Et puis en fait, les communes autour se sont agrandies, et puis en fait maintenant l'usine elle est au milieu, vraiment au milieu d'un truc urbain. Mais ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas s'étendre, c'est d'ailleurs un des problèmes. Et puis après, vous avez des sociétés. Voilà. Après, j'ai aussi été chez Veolia Transport. Quand vous avez un réseau de tramway, le réseau de tramway, il reste où il est. Voilà. C'est l'opérateur qui change habituellement. Et puis après, vous avez des sociétés un peu plus, je ne sais pas si agiles, mais mobiles, qui, elles, vont, en tout cas à l'époque de la taxe professionnelle, parfois faisaient des choses. J'ai travaillé dans les banques. Vous fermiez des agences parfois parce que, en effet, il y avait des vraies différences et qu'il suffisait d'aller dans la commune d'à côté pour faire une économie. Vous parliez de la carte grise avec tous les loueurs. Moi, au début, j'ai bossé à la BNP. On a arrêté une fusion entre Arval et je ne sais plus quel était l'autre nom d'une boîte de location de voitures qu'on avait acheté à l'époque à la BNP, parce qu'en fait, il fallait changer les cartes grises et que ça coûtait de l'argent. Voilà, donc le groupe a continué à avoir deux groupes séparés à cause d'une problématique, alors qui n'était pas totalement la carte grise, c'était le changement de la carte grise. Bref. Donc l'ancrage territorial, il existe. Je pense qu'il est plutôt lié à des faits autres que la fiscalité. La fiscalité ne vient jouer en effet que dans certains cas. Après, sur l'attractivité globale de la France, moi donc j'ai bossé chez Siemens, mais chez Rémi et dans d'autres boîtes, vous avez des pays qui viennent vous démarcher. Vous avez tous les ans, 2 à 3 fois par an, l'équivalent du ministère des Finances singapourien qui vient et qui fait des séminaires où vous êtes invité, où on vous dit pourquoi vous ne venez pas à Singapour. Et si vous venez, vous aurez tel avantage, telle chose, telle... Au-delà de on est un hub, on est un port. Voilà. Moi, j'y suis à Singapour, grâce ou à cause du port. Vous avez l'Arabie Saoudite qui a fait ça. Vous avez les Émirats Arabes Unis qui font ça. Mais à chaque fois, il y a un vrai levier fiscal parce qu'en fait, ils n'ont pas notre organisation et ils sont capables de vous dire si vous venez aux Émirats Arabes Unis, vous aurez 0% d'impôt. Et là, il n'y a pas d'impôts locaux. Enfin, il y a une vague taxe municipale. Dans le sable, on ne fait pas de cognac. Non. Mais il y a un port. Il y aura peut-être du cognac en Chine bientôt. Alors, il n'y a pas de cognac, car n'est cognac que ce qui est récolté et vieilli en cognacet. Mais il y a du brandy, en effet, qui parfois n'est pas mauvais d'ailleurs. Il y a une vraie tradition de brandy. Voilà, mais non. Alors après, voilà un petit peu pour la partie ancrage local. La fiscalité, en effet, est défavorablement perçue. Après, on en parlait dans la table ronde, les décisions que je vais appeler jurisprudentielles politiques aussi. Moi, mon agent traitant en Allemagne, un jour, m'a dit « Vous êtes une république bananière ». Et malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'arguments pour lui dire non, en fait. C'était sur le contentieux, sur la CF, dans la taxe d'électricité. CSPE. CSPE. Bon, voilà, où le juge m'explique que, bah oui, mon argument était de dire le bénéficiaire n'est pas connu, puisque la loi avait oublié de dire à qui était affectée la taxe. Et le juge me répond, vous l'avez payé. Oui. Donc vous savez bien à qui vous l'avez payé. Ben non, c'est même pas moi qui l'ai payé. C'est mon fournisseur d'électricité qui m'a prélevé une taxe dont justement je conteste qu'elle est légale parce qu'en fait je ne sais pas où elle va. Et on me répond, bah, vous l'avez payé. Donc vous savez bien qui est le bénéficiaire. Le juge. Bon, on savait tous qu'il faisait ça pour éviter les contentieux. Et puis d'ailleurs, après, je sais pas, non, je crois que chez Siemens on l'avait arrêté. Chez Gerbet, quand je suis arrivé, il l'avait continué. Là, on est venu nous voir en disant, bon, vous avez raison en fait, mais on va faire une décote. Donc on va vous rembourser quoi, 40% de ce qu'on vous a prélevé à tort. Bah, où passent les 60%? La sécurité juridique, ça fait aussi partie de l'attractivité d'un pays. Voilà. Oui.
Moi j'avais un bon négociant. Il y est toujours, Monsieur Châtel, qui suivait ça. Et après, sur l'ancrage territorial, vous avez aussi des choses assez rigolotes. Je vais vous raconter une anecdote quand j'étais chez BIC. Historiquement, BIC a toujours été à Clichy. Et je vous la raconte parce que ça montre aussi parfois des choses un peu étranges. Une partie de la famille BIC est très à droite. Et à l'époque, à Clichy, le maire était communiste. Et ils avaient changé le siège social. Et l'une des raisons d'acquérir le siège social anciennement Alcatel-Câble, c'était que le siège social était rue des Chasses. Or, les BIC sont des grands chasseurs, donc ils avaient trouvé que c'était sympa. Et à un moment, ils sont engueulés avec le maire pour un problème de restructuration industrielle et que du coup, il y allait avoir de la perte de taxes professionnelles, etc. Et le maire a changé le nom de la rue en rue Pierre Bérégovoy. Et du coup, on avait tout un pâté de maisons. Donc il y avait une entrée secondaire, rue Jeanne Danière. Et donc ils ont délocalisé le siège social rue Jeanne Danière, où il n'y avait pas d'entrée, c'était l'entrée en fait du personnel, pour ne plus avoir à mettre rue Pierre Bérégovoy sur le papier en tête. C'est mieux que Staline. Oui, je suis d'accord. Lui, il serait peut-être parti. Merci pour ça. C'est bien les anecdotes, j'adore. Je vous propose qu'on parle de démocratie locale. Donc démocratie locale, c'est le consentement à l'impôt pour servir les charges publiques. Et je voudrais qu'on écoute ce court passage, fiscalité locale, stop ou encore. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ici sur Acteurs Public TV au cœur de la Convention des intercommunalités de France. Beaucoup de Carrez. Catherine Vautrin était sur le plateau ce matin. On lui a posé la question, un nouvel impôt local. Elle n'a pas fermé la porte. Elle a dit c'est une piste de réflexion. Elle n'a pas fermé la porte. Moi, j'ai déjà beaucoup apprécié le côté concret, pragmatique de Catherine Vautrin. Et on voit bien que c'est une élue locale avec une grande expérience. Ça, c'est un point essentiel. Mais la suppression de la taxe d'habitation, elle doit être digérée. Ça prendra quelques années. Et mon pronostic, c'est que l'impôt foncier bâti, payé par les seuls propriétaires, va être à plus ou moins long terme mis en cause. Parce que les propriétaires qui payent l'impôt foncier n'accepteront pas d'être les seuls à payer pour des services locaux qu'on peut identifier. Les services locaux comme la propreté, la voirie, la culture, le sport, chacun voit comment ça fonctionne et ce que ça coûte. Or, une partie de la population ne paiera rien. Et donc, en supprimant le lien fiscal qui fait partie du lien de citoyenneté, on a commis une très grosse erreur. Et donc, on verra poindre, ça j'en suis certain, à terme, cette idée d'un impôt, une sorte d'impôt résidentiel que tout le monde doit payer parce que tout le monde profite des services locaux. Je trouve que c'est une bonne définition de l'impôt local, en fait. C'est-à-dire qu'il est là pour... et c'était d'ailleurs ce qu'on nous a toujours dit, pour payer les charges fiscales. Est-ce qu'aujourd'hui, on manque de consentement à l'impôt sur le territoire ? Madame Larpin. Alors, ça dépend des territoires. Selon que le territoire est plus ou moins composé de beaucoup de propriétaires, par exemple, je pense que le consentement à l'impôt, et notamment par exemple dans les territoires ruraux, quand même, où on a beaucoup moins de locataires, est beaucoup plus accepté dans la mesure où ils sont quand même majoritaires, en fait, les propriétaires. Et donc les taux ne sont pas forcément toujours très élevés, sauf peut-être dans des territoires très touristiques avec beaucoup de Parisiens ou beaucoup de Bordelais. Mais globalement, je pense que c'est différent dans le monde urbain, enfin dans les villes,
où effectivement cette différence est quand même de plus en plus compliquée à justifier. J'ai pas compris, hein, moi, cette suppression. J'ai trouvé que c'était un retour en arrière extrêmement important. Hein, ça va à l'inverse de tout le mouvement de décentralisation qui avait été promis finalement et engagé. Et on parle de recentralisation, mais c'est une reprise en main complètement du pouvoir en fait par l'État central. Et Bercy est à la manœuvre, hein, il faut le savoir. Moi, quand j'étais à la DGCL, rien ne se faisait hein, sans que Bercy ne soit derrière, si vous voulez. Je pense que vous viviez sûrement un peu la même chose maintenant que vous êtes au ministère de l'Intérieur. Donc il y a un vrai poids et il n'y a pas de confiance dans les élus locaux. Donc ils ont l'impression que si on redonnait un pouvoir fiscal, au-delà même d'un simple pouvoir de taux, mais même un pouvoir sur les bases, ça se traduirait par des dépenses publiques, ça ferait augmenter le déficit public, ça ferait augmenter la dette. Comme si les élus locaux n'étaient pas capables de gérer correctement en fait des finances publiques. Voilà. Donc ce lien d'avoir coupé enlevé la taxe d'habitation, c'est pas seulement pour redonner le pouvoir d'achat aux ménages, c'est aussi pour faire des économies dans les services de l'État, dans les services déconcentrés. Parce que le niveau de compétence dans les directions des finances publiques dans les territoires est devenu très très faible. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de problèmes avec la taxation. Moi j'ai reçu des taxes pour des locaux vacants que je ne possède pas, pour des trucs complètement incroyables. Le GMBI. C'est autre chose, ça, c'est la catastrophe de la DGFiP dans la mise en place du fichier des biens immobiliers. Mais... Ah oui. C'est l'objet d'un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a 2 jours. Oui, je l'ai lu. Tout à fait. Mais après, vous avez eu la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, qui a dépouillé quand même dans les services déconcentrés de l'État d'un certain nombre de compétences. C'est le cas dans les préfectures et les sous-préfectures. C'est le cas dans les services des finances publiques. Hein. Et donc, les élus locaux, ils n'y comprennent rien non plus, hein, à la fiscalité. Je veux dire, seules les communes un peu importantes ou les intercommunalités un peu puissantes ont des services financiers capables d'appréhender la fiscalité. Mais dans la majorité des cas, ils sont complètement perdus. Hein. Donc, la simplification, elle devrait s'imposer. Quand on voit le rapport de la Cour des comptes là, que vous nous avez passé, l'idée qui revient régulièrement, qui est de dire on va simplifier la DGF et la fiscalité et on va ramener ça à quelque chose comme une péréquation basée sur le revenu moyen par habitant et avec des critères de charge à prendre en compte pour faire un peu de péréquation. Ça, c'est une idée que j'entends depuis 30 ans. Ça fait quand même un peu long et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport qu'avait fait Philippe Valtou, qui était au Crédit Local de France, sur la fiscalité. Il avait fait un gros travail pour essayer d'apporter sa contribution, pour essayer de clarifier les choses, au moins entre niveaux de collectivités locales, de façon à ce qu'il y ait une fiscalité dédiée pour le bloc communal, pour les régions, pour les départements. Ce travail était très intéressant. Il avait travaillé avec les associations d'élus. Mais quand il a fallu aller plus loin, en fait, chaque catégorie de collectivité et chaque lobbying au niveau des associations s'est traduit par le fait que personne ne voulait perdre quoi que ce soit. Or, ce n'est pas possible. Dès lors que vous touchez à la répartition des impôts locaux, il y a forcément des transferts qui peuvent se faire plus ou moins importants selon les catégories de collectivités. Donc c'est resté un rapport de plus dans un tiroir qui avait pourtant amené beaucoup d'idées intéressantes et qui n'a pas abouti. Voilà. Et il y en a des tonnes dans les tiroirs, les rapports. Madame Anthony, vous vouliez réagir? Oui, et quand vous dites que Bercy, notamment, n'a pas confiance dans les élus locaux, je n'ai pas non plus confiance dans les élus locaux. Parce que quand on regarde en arrière, je reviens à la taxe professionnelle, puisque c'est l'impôt qui a été le plus long, on observe sur la durée une augmentation continuelle des bases et, dans le même temps, une augmentation continuelle des taux. Donc on voit bien que, et d'ailleurs les élus locaux nous le disent, eux, ce qu'ils veulent, c'est un impôt qui augmente continuellement et en utilisant tous les leviers. Donc nous, la CVAE,
on a trouvé que c'était le bon impôt, non pas sur ce qu'il était en tant qu'impôt, mais sur le fait que c'était un impôt dont le taux n'était pas à la main des collectivités locales. Parce que, on le voit, très rarement, on a des élus locaux, enfin majoritairement, les élus locaux ne sont pas raisonnables dans l'utilisation du levier fiscal. Alors l'autonomie fiscale, moi je trouve que constitutionnellement, elle est très bien, enfin l'autonomie financière, comme en Allemagne. On prend souvent l'Allemagne en exemple pour la fiscalité locale. En Allemagne, l'autonomie, c'est on a les recettes qu'on a et on en fait ce qu'on veut. Mais on ne décide pas du niveau de recettes, sauf à attirer les activités pour avoir plus de recettes. Donc je n'ai pas non plus confiance dans les élus locaux. Ils sont trop nombreux, pour les raisons que vous disiez, et pas assez compétents pour savoir manier cet outil. Donc nous nous battons contre tout pouvoir de taux nouveau donné aux élus locaux. Sur le reste, j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous aviez une autre question, Marie-Cécile ? À l'instant là. Oui. Si on fait un petit retour en arrière sur nos premiers échanges, moi je vois actuellement une importance de plus en plus grande donnée par certaines activités à la fiscalité foncière à cause des augmentations de taxes foncières qui sont énormes. Et là encore, on a eu une augmentation de base puisqu'il y a la réévaluation automatique avec l'inflation et en même temps des augmentations de taux considérables. Donc la fiscalité locale, notamment dans le commerce, commence à reprendre un poids qu'elle n'avait plus. Et ça, c'est un peu inquiétant. Mais je pense qu'il doit y avoir des solutions. Alors après, excusez-moi, il faut savoir que les élus locaux subissent des transferts de compétences avec des compensations. Oui, je connais tout ça. Et l'évolution du point d'indice, ils le subissent. Je suis d'accord. La CNRACL, ils la subissent. Si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont descendantes, en fait, et qui nécessitent aussi, un certain nombre de décisions financières. Je suis d'accord avec vous. Et la DGF Besson. Pourquoi on a autant de strates de collectivités ? Pourquoi les élus ne veulent pas fusionner les communes, mutualiser les services ? C'est bien joli de dire on a de plus en plus de coûts, mais chacun a ses propres coûts, ce qui fait la même chose. Donc, alors là, c'est vraiment un sujet que je connais bien, la fusion. J'ai fait 3 études. Une pour le CNFPT, pour la fusion des communes nouvelles, la fusion des régions et la fusion des intercommunalités. Quel est le résultat ? Et je l'avais écrit quand c'est sorti, cette idée de fusionner les régions. Ça va coûter plus cher que ce qui existe. Et pourquoi ça coûte plus cher ? Parce que tous les dispositifs sont alignés par le haut. Mais oui, l'intercommunalité, c'est ce qui s'est passé. Eh bien oui, donc les fusions, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce qu'on n'est pas fichu de les faire marcher. Quand on fait l'intercommunalité et qu'au lieu de n'avoir qu'un service, on rajoute à l'existant, donc on a des coûts pour certains services, on fait l'intercommunalité, on garde les coûts au service de la commune et on en rajoute au niveau intercommunalité. Mais oui, mais vous ça ne peut pas fonctionner, c'est sûr. Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux élus locaux, parce que c'est eux qui ne veulent pas autre chose. Mais oui, mais dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe quand vous fusionnez je vois. Est-ce que c'est pas aligné par les avantages ? Je peux vous dire, non, pour ceux qui, enfin. Je peux vous dire, chez KPMG, quand on a eu des rachats d'entreprises, tout le monde a été annihilé. Oui, par le haut. mais ça dure pas. Mais ça dure pas. Alors que dans les collectivités, ça dure. Ouais. On a vu pareil au ministère des Finances, quand ils ont fusionné la DGFiP et la direction comptable, ils ont aligné tous les salaires sur le haut et ils ont gardé tout le monde. Mais au fur et à mesure, les salaires sont peut-être restés, mais quand vous regardez les effectifs de la DGFiP, ça a quand même pas mal diminué. Oui, mais dans les collectivités, c'est pas le cas. Pour une entreprise, le problème, c'est que vous ne votez pas votre impôt. Donc, vous ne votez pas votre recette ni votre bénéfice. Donc, malheureusement, vous êtes assez rapidement rattrapé. Après, la fusion, moi, comme je disais, j'ai fait 10 ans dans le transport public de voyageurs chez Veolia Transport et RATP Dev. Il y a aussi un problème que vous aviez indiqué, c'est qu'ils sont à la fois décisionnaires et bénéficiaires. Ouais. Et ça, c'est quand même un problème. Comme je le disais, à la Cube, un jour, on m'a dit tu ne vas pas demander le dégrèvement pour une nouvelle activité du tramway, parce que sinon, la base va être diminuée. Et comme l'usine de Blanquefort est en train de fermer, je ne vais pas avoir mes recettes.
Voilà. Donc moi, en tant que contribuable, en tant que professionnel, j'étais un peu embêté. Et puis, voilà, le groupe a décidé qu'on ne va pas dire non à son client, qui va vous renouveler. On n'a pas été renouvelé d'ailleurs au final, mais peu importe. Il y a aussi ça qui est un peu embêtant, c'est que ils sont à la fois décisionnaires, à la fois bénéficiaires. Donc, je ne sais pas si je me méfie des élus locaux. J'en ai côtoyé des très bien, j'en ai côtoyé des moins bien, mais c'est comme dans toute l'humanité avec un grand H. Après, c'est un peu comme au ministère aussi. Vous avez les grands élus qui passent et puis la fonction qui reste. Donc là aussi, il peut y avoir un certain, je ne sais pas si c'est un ancrage territorial, mais enfin vous pouvez avoir des choses aussi qui se créent. Je vais vous donner un exemple. Donc je suis aussi responsable de la douane chez Rémy Cointreau. Et donc à un moment, on s'est posé la question de savoir si on allait avoir ce qu'on appelle un point de contact unique. Voilà, donc on s'est posé la question, c'est plus facile, etc. Et quand on est revenu un peu informellement vis-à-vis de nos bureaux des douanes locaux, ils nous ont dit, mais si vous partez, nous on ferme. Et on est resté. Et vous êtes resté pour qu'on ait un peu plus de fonctionnaires douaniers? Non, pas pour qu'on ait plus de fonctionnaires, parce qu'on veut plus de réactivité. Et qu'on s'est dit, le point de contact, il va se retrouver à Lyon, là où on n'a absolument pas d'écosystème. Donc on a dit, on va rester. Donc on est Poitiers, et puis je ne sais plus où c'est l'autre. Mais aussi parce qu'il y a la qualité des gens. La réforme de l'État, on n'y arrivera jamais. C'est compliqué. Non plus. Donc l'ancrage territorial, il est aussi là. Il est aussi parfois, voilà, moi quand j'étais chez BIC, j'allais au centre des impôts qui était à 10 minutes à pied. Et je connaissais mon inspecteur, pas mon inspecteur, mon contrôleur. Et voilà, et c'est là aussi où vous voyez certaines choses. L'inspecteur principal payait pour la doc Francis Lefebvre sur ses deniers. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de moyens. Et de temps en temps, c'est moi qui lui apportais des copies du à l'époque, c'était pas le BOFIP, le bulletin général des impôts. Ouais, le BOI, donc je lui photocopiais parce que je lui disais, je vais faire telle demande. Il me disait, je suis pas au courant. Vous avez pas reçu les circulaires? Bon, alors j'y allais. Je me déplaçais, j'allais le voir et puis on regardait, etc. C'est aussi ça un peu l'ancrage territorial qui est de moins en moins vrai, parce que on n'a pas arrêté de le dire. Tous ces gens-là, en fait, disparaissent au fur et à mesure. Voilà. L'ancrage territorial, c'est la proximité. Oui, tout à fait. Oui, c'est la proximité et c'est le lien que vous avez parce que c'est ce lien de proximité aussi, tout simplement. Le fait c'est de moins en moins vrai, mais bon, j'allais. Pareil, quand j'étais à la BNP, j'allais au centre des impôts des non-résidents pour avoir l'espèce de liasse qui permettait d'avoir des retenues à la source, etc. On voyait les gens. C'était rue d'Uzès, oui. Certains ont connu. Je vais vous prendre l'exemple que je connais le mieux, c'est celui de Michelin, parce qu'évidemment Michelin... on va recommencer. Clermont respire Michelin. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'usine s'est implantée chez nous, et effectivement, pareil, la ville s'est créée autour de Michelin. Michelin a créé une patinoire, Michelin a créé un stade avec une équipe de rugby formidable. Non, on ne parle pas à l'école des impôts. A créé des stades, a créé des écoles, a créé des piscines. Et aujourd'hui, on est fiers de Michelin. Et Michelin a un ancrage territorial tel que, en fait, la ville n'existerait pas sans Michelin. Et on arbore tous, alors pas moi parce que j'ai jamais travaillé chez Michelin, mais tout le monde arbore son petit truc Michelin là où on est très fiers. Et il y a une vraie collaboration entre l'agglomération Clermont Métropole, on n'est plus une agglo, et l'entreprise Michelin. Est-ce que chez Rémy Cointreau c'est pareil sur votre territoire? Non, parce que c'est pas aussi monolithique. Il y a 4 grandes maisons de cognac. Je vais citer mes concurrents par décence. Ency, Martel, Courvoisier, donc Rémy Martin. Puis après, vous avez plein d'autres petits producteurs qui font du très bon cognac aussi et qui sont beaucoup plus locaux. Je pense qu'il y a
presque plus d'adhésion avec ces petits producteurs. En fait, nous, on est vu comme ce qu'on appelle une maison de négoce. C'est-à-dire qu'on achète, on vieillit, on revend, et il y a une certaine peut-être jalousie ou en tout cas envie par rapport à certains autres. Donc non, je crois que Clermont et Michelin, c'est quand même très atypique. J'ai pas connaissance en France à la fois aussi gros et aussi important. Mais ça peut être ailleurs. Moi, j'ai l'exemple d'Erlangen en Allemagne, qui est... les Allemands appellent ça Siemens City. C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez aussi Adidas et Puma, et une université. Voilà. Mais c'est tout. Sinon, tous les gens qui vont travailler dans Erlangen, le coiffeur, la boulangère, le taxi, etc., ne vivent que parce que Siemens s'est implanté là. Et si demain ils s'en vont, la ville est en faillite. Vous avez ça à Eyrier avec General Electric, à une époque où un de mes amis me racontait que pour la première fois il était français, il était un peu embêté, et le taxi lui a dit « Vous avez rendez-vous où ?» Il dit chez General Electric, et le gars lui dit oui, mais dans quelle salle de réunion? Et il lui donne, et le gars arrive au bâtiment et lui dit c'est là au 3e. Parce qu'en fait, voilà, il n'y avait que General Electric à Eyrier. Après, alors, par rapport à l'extrait qui a été fait sur l'impôt citoyen ou l'impôt de résidence, il faut aussi voir que le modèle économique capitaliste a beaucoup changé. Vous parliez de la patinoire, etc. C'est vrai, mais c'était dans plein de choses. On avait racheté une boîte Dreiserrand au Havre. Il y avait dans le complexe industriel, il y avait un terrain d'athlétisme avec une piste, etc., et qui était aussi, entre guillemets, que la collectivité pouvait utiliser. Les sociétés, parfois, elles contribuaient comme ça. Elle payait, elle payait l'impôt foncier sur le terrain, c'était pas grave, c'était à la fois pour le personnel et aussi pour, d'une certaine manière, le bien de la collectivité. C'est de moins en moins vrai, justement à cause de l'augmentation des impôts locaux. Parce qu'il y a un moment, votre rentabilité fait que ce que vous faisiez avant, vous ne pouvez plus le faire. Et après, d'ailleurs, ça peut créer des problèmes. C'est ce qui est arrivé chez BIC à Clichy, qui était le principal contributeur. Et quand il y a eu des restructurations et qu'il y a une partie de l'activité qui est partie, il y a eu un vrai conflit entre la mairie, voilà, mais qui n'avait jamais rien développé d'autre, entre guillemets. Donc il faut aussi se méfier de ce lien. À Clermont, je pense que c'est pas... mais bon, j'ai vu qu'il y avait des usines qui fermaient, pas à Clermont, et que ça causait des vrais problèmes. Oui. Je prends l'exemple d'une entreprise, alors pas sur Clermont, mais sur la commune des Serqueux. Donc c'est l'entreprise, le groupe Pasquier, Brioche Pasquier, où, alors pour la petite anecdote encore, est-ce que vous vous rappelez du logo des Brioches Pasquier, des Pitch Pasquier? Non, c'est une petite église. C'est une petite église, et c'est l'église des Serqueux au centre du village. C'est pas en Bretagne, par là? Si. Ils en ont un peu partout. Mais là, en l'occurrence, la commune des Serqueux est en Bretagne. Et donc, effectivement, le logo, c'est l'église au centre du village. Et quand vous rentrez dans ce village où il y a très peu d'habitants, ça sent la brioche, quoi. Allez à Saint-Barthélemy d'Anjou, quand vous arrivez le jour de la distillerie, ça sent l'orange. Ouais. Cointreau, c'est la liqueur d'orange. Mais quand je vous dis ça sent, c'est... habituellement le vendredi, les gens savent que voilà, ça va faire à l'orange. Et donc, est-ce que vous pensez que ces sociétés-là, qui en fait sont ancrées, enfin la ville vit par cette entreprise-là, ont le sentiment d'avoir une responsabilité sociale envers ces communes et l'agglo? Ça dépend de l'actionnariat. Ça dépend de l'actionnariat. Majoritairement, oui. Oui, d'une certaine manière. Et évidemment, s'il y a des actionnaires étrangers qui viennent un peu rapaces, ceux-là, non. Ils essaieront probablement de délocaliser s'il le faut. Enfin, mais toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, beaucoup d'ETI ou de grosses, même de très grosses, elles ont un attachement évident. Mais plus globalement, la plupart des entreprises françaises sont attachées à leur territoire et à la France. Il ne faut pas croire que
qu'elles ont toutes envie. Michelin, regardez Michelin, c'est vrai qu'ils ont fermé récemment, on va s'éloigner de la fiscalité locale, mais ils n'ont pas fermé comme ça, justement parce que les actionnaires ne sont pas étrangers. Il y a tout un plan d'accompagnement dont on ne parle pas dans les journaux, mais qui est réel, et ça a été à chaque fois le cas. Donc la plupart des entreprises sont attachées à leur territoire, à développer le territoire. Et c'est pour ça que nous considérons que le lien de financement est important, que les entreprises financent les collectivités sur les territoires desquels elles sont implantées est important. Mais il faut que le niveau soit supportable, et puis il faut que ce soit fait en collaboration, en concertation. L'important, c'est le dialogue, vous le disiez un petit peu, c'est que l'entreprise soit dans son territoire, mais que les élus locaux aussi la consultent, la prennent en considération et n'en fassent pas simplement... Moi, quand j'ai des discussions un peu vives avec certains élus qui me disent « Oui, mais si vous continuez à demander à supprimer les impôts, ben, il n'y aura plus chez nous, on ne fera plus rien pour vous, il n'y aura plus de piscine, il n'y aura plus de crèche, il n'y aura plus de lycée, il n'y aura plus de collège. » Moi, je leur réponds, de toute façon, vous n'aurez plus besoin de rien. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de population, donc on n'en aura plus besoin de vos équipements. Donc il y a quand même un dialogue à organiser et à perpétuer qui est important, parce que les entreprises veulent avoir des services pour se développer et elles veulent créer de l'emploi. Elles ne font pas ça simplement pour... C'est pour ça que les élus locaux oublient parfois, mais pas tous. Il ne faut pas non plus... Non, il y en a des biens. Il y en a des... De plus en plus. Oui, je crois... Montant en compétence. D'accord, je crois que... Moi, il me semble que ce discours que je vous rapporte là et que j'attends encore, il a quand même tendance à disparaître, parce que les élus locaux se rendent compte que l'activité économique, c'est la vie de leur territoire. Donc, à moins qu'ils veuillent, je ne sais pas, être un Club Med... Alors, je ne parle pas de certaines activités particulières, polluantes ou autres, parce que c'est un débat tout à fait différent. Et alors, pour revenir sur pardon ? Toi, tu ne pollues pas ? Pas trop. Pas trop. Je pense pas. Moins que les autres. Tant que ça, hein. Ça sent l'orange, ça sent l'orange, ouais, c'est ça. Moins que certaines autres que j'ai fait, mais où il y a des vrais efforts, notamment l'industrie pharmaceutique. Pour revenir sur un point sur la montée en compétences, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui a facilité le dialogue entre les collectivités locales et les sociétés. Je suis assez ancien pour le dire, c'est la réforme de la comptabilité publique. Quand ils sont passés sur un compte de résultats, d'un coup, ils ont un peu mieux compris. Avant, il y avait l'investissement, le fonctionnement, et puis rien entre les deux, quoi. Ils avaient du mal, notamment à l'époque de la taxe professionnelle, à comprendre certaines réticences d'investissement des sociétés. Eux, c'était de la recette. Nous, c'était aussi sur le compte de résultats. Donc, il y a ça aussi qui, je pense, a un peu facilité le dialogue. C'est-à-dire qu'on commence à parler un peu la même langue. Manque de bol, nous, on est déjà passé aux IFRS, donc c'est encore autre chose. Mais bon, on arrive quand même encore à se comprendre. Après, oui, non, mais ça dépend de la structure capitalistique, en effet, des sociétés. Un de nos concurrents, Pernod Ricard, voilà, quand vous n'avez plus que, en tant que famille, 17% du capital du groupe, vous n'avez plus totalement les manettes pour dire on est un groupe marseillais. Vous êtes détenu à 70% par BlackRock. Quand la famille Arrière-Dubreuil a encore 35% de Rémy Cointreau et la famille Cointreau 20, c'est-à-dire 55 à eux deux, forcément, vous n'allez pas aller, vous, en tant que directeur financier, dire on va délocaliser la distillerie de Saint-Barthélemy d'Anjou à je ne sais où, quoi. Et pourtant, Pernod Ricard, quand tu vas, comment elle s'appelle, l'île Bandor, je ne sais plus quoi, il n'y a que ça. Oui, tout à fait. Pernod Ricard. C'est vrai, mais c'est quand même assez distant maintenant, vu leur actionnariat très capitalistique. Oui, c'est autre chose. Ça se détend. Et plus l'entreprise est petite, plus le lien peut être facile à créer. Moi, je conseille aux entreprises d'aller voir leurs élus locaux. Parce que si on parle de levier fiscal, il y en a encore. Il y a encore des leviers fiscaux. Il y a des tas d'exonérations dont peuvent bénéficier les entreprises, soit qu'elles soient de droit, soit que les collectivités puissent décider de les mettre en œuvre.
Et j'encourage les entreprises de toute taille à aller voir leurs élus locaux pour leur dire il existe telle exonération, vous ne l'avez pas adopté, faites-le. Et la discussion entre l'entreprise et l'élu local peut permettre de comprendre qu'il y a un intérêt commun à ce que ces délibérations soient prises, ces exonérations soient données. Ensuite, il y a l'équation financière locale qui peut jouer. Mais il y a encore des choses d'attractivité locale à mettre en œuvre. Si la DGFiP veut bien, je vous raconter une anecdote. Je connais une commune pas très loin de Paris qui, l'an dernier, a décidé de baisser ses taux de taxes foncières parce que le budget était... Ils avaient eu une recette en plus. Je crois que dans les histoires de compensation de baisse d'impôts, il y avait eu quelque chose qui ne leur avait pas été donné. Ils ont fait un contentieux. Ils ont obtenu... et donc, pour leur budget, il y avait trop d'impôts. Donc, ils ont décidé de baisser les taux de taxes foncières. La DGFiP les a appelés, on a appelé le maire en disant « Mais monsieur le maire, pourquoi vous baissez votre taux de taxe foncière ?» Alors le maire explique « Mais vous n'avez pas baissé, il faut garder vos recettes. » Enfin, c'est quand même insensé. Alors, vous allez peut-être me corriger, mais je crois qu'ils n'ont pas franchement le choix que de baisser les taxes foncières. Alors, vous allez me corriger, je le sens. De mémoire, quand on vote un taux d'impôts locaux, on le vote par rapport à des dépenses et par rapport à des recettes attendues. Ah non, là, il avait le choix. Je peux vous dire que le maire, c'est un ancien de la DLF, donc il sait ce qu'il fait. Il avait le choix. C'était l'année suivante, il a eu des recettes en plus qui sont arrivées. C'était pas sur l'exercice. Il a baissé son taux. C'était une décision tout à fait autonome. Il savait très bien ce qu'il faisait, mais la DGFiP le lui a reproché. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais il l'a fait quand même. Ah oui. Voilà. En matière de vote de taux, il y a la règle de liaison des taux. Donc, elle est de plus en plus ténue. Hein. Oui, mais il y a quand même une contrainte qui s'applique. Oui, mais ça ne change rien au fait de vouloir baisser son taux ou pas. Quand un élu décide de monter son taux ou de le baisser, il le baisse, et puis de l'impôt qu'il veut baisser et des autres qui sont liés. Mais il y en a de moins en moins. Là, je crois que dans la loi de finances, il me semble qu'il y a encore... Alors, ça a été tellement compliqué cette année, je ne sais plus où elle en est, mais il y avait encore un amendement pour atténuer encore la règle de liaison des taux. On saura peut-être ce soir, quand je pourrai lire, enfin, ou demain, tout le texte, si c'est resté ou pas, j'en sais plus rien. Mais voilà encore, les élus locaux. Les entreprises ne votent pas, hein, ou avec leurs pieds, comme on dit. Donc ça, c'est aussi un problème de concertation, de discussion avec les élus locaux. Est-ce qu'en tant qu'élus locaux, vous voulez... Non. Après, en général, les collectivités augmentent leurs taux parce qu'elles ont des besoins. Elles n'augmentent pas leurs taux pour le plaisir. Alors là, si on rentre dans les histoires de dépenses, de gestion des budgets locaux, on va dépasser notre... Mais je suis d'accord avec vous. Je dis pas qu'elles le font... Non, mais regardez Paris. Pourquoi Paris a augmenté son taux à 52%? C'est pas parce que... Si, ils avaient des besoins. Mais pourquoi ils avaient des besoins? À cause d'une gestion déplorable. Non, je ne dis pas que toutes les augmentations de taux sont injustifiées, loin de là. Je ne sais pas si c'est une gestion déplorable, c'est surtout le fait que le prix de l'immobilier baissant et que 50% du budget était basé sur les droits de transaction financière, ils se sont retrouvés quand même imprévoyants du fait qu'ils s'étaient dit que le prix augmenterait toujours. Quoi. Non, mais quand tu regardes le bilan financier de la mairie de Paris, les dettes et compagnie, c'est... Après, les agences de notation continuent à bien noter Paris. Hein. Oui. Donc, comme quoi, c'est une ville qui reste, garde la confiance, hein, qui a toujours des notes assez positives. Qui va mettre Paris en faillite? Mais qui est vu comme pas cher en termes fonciers. C'est aussi pour ça que c'est bien noté. Bien sûr. Cher par rapport à l'Europe, oui. J'entends. Ouais. Ça me fait penser à l'inégalité de richesse qui peut exister entre les collectivités. Le rapport de la Cour des comptes le rappelle bien, que ce soit pour la DGF, pour la fiscalité, comme c'est basé sur des valeurs locatives et des critères qui sont très historiques, finalement, il continue à y avoir des collectivités qui sont riches, hein, et des collectivités qui sont vraiment très pauvres. Hein. Moi, j'ai travaillé pour les Hauts-de-Seine
et les Bouches-du-Rhône, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des marges de manœuvre qui sont utilisées pour aider les communes, par exemple. Et du coup, dans ces territoires-là, la fiscalité, elle est très bien maîtrisée. Et les communes, étant aidées par les départements, font beaucoup de choses. Mais vous allez dans des territoires ruraux où il y a... Alors, il y a eu les droits de mutation quand il y a eu le Covid, parce que tout d'un coup, les gens sont amusés à acheter des maisons de campagne. Mais après, ça retombe, ce genre de choses. Donc, on le voyait bien avec la taxe professionnelle. Il y avait des écarts de taux. Les communes qui avaient un taux de taxe professionnelle de 40%, c'était les communes où il n'y avait pas un contribuable et pas de richesse. Alors quand vous avez une centrale nucléaire, il n'y a pas de taux, quoi, quasiment. Il y a un point aussi qu'on voit quand on regarde les finances des collectivités locales, c'est que les communes bien gérées ne sont pas nécessairement récompensées. Parce qu'avec la péréquation et tous les mécanismes, vous avez des communes qui sont bien gérées, qui n'ont pas des taux élevés et qui se voient pénalisées par ces systèmes de péréquation. Ce n'est pas encourageant pour les élus locaux. Hein. C'est sûr. Hein. C'est d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des évolutions sur les finances et des réformes, les communes bien gérées se plaignent effectivement du fait qu'elles ont fait des efforts et qu'elles ne peuvent plus en faire d'autres, elles, par contre, alors qu'il y a d'autres collectivités qui peuvent en faire parce qu'elles n'ont pas fait le travail, quoi. Après, le contrôle de gestion, l'évaluation des politiques publiques, c'est encore le truc dont on parle depuis 30 ans et qui commence à se faire plus ou moins. Mais le contrôle de gestion, la maîtrise des relations avec les satellites, il y a eu le contrôle interne, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites par les collectivités, donc des outils qui n'existaient pas, en fait. Hein. Moi, quand j'ai démarré dans ce conseil, j'en ai fait quand même 36 ans de conseil aux collectivités locales, je peux vous dire qu'il n'y avait rien. Enfin, il y avait zéro outil, il y avait zéro compétence en finance, zéro compétence en fiscalité. C'est censé être la DGFiP qui rend ces... Oui. Ouais. Enfin bon, le système comptable est même pour la M14, ils venaient chercher les experts comptables et les consultants de KPMG et des autres cabinets parce que les services ne savaient pas répondre aux questions. Oui. Sur toutes les nomenclatures comptables, dans les services des préfectures, ils étaient dépassés dans les services comptables, pardon. Et puis quant aux préfectures, elles ont été complètement dépouillées avec la révision générale des politiques publiques. Toutes les réformes de l'État, elles ont pesé dans les territoires. Alors que c'est au niveau central qu'il y aurait le plus de marge de manœuvre avec beaucoup de postes administratifs, mais pour autant, c'est pas là où ça se fait. Alors en même temps, avec toutes les normes qui arrivent en permanence, les ministères vous disent bah oui, mais si on n'avait pas toutes ces normes à mettre en place, on n'aura pas besoin d'autant de personnel administratif. C'est pas faux non plus. Donc bon, la réforme de l'État et les économies là que cherche le gouvernement. On voit que c'est compliqué. On parlait de l'Allemagne, par exemple, pour sortir un petit peu des impôts locaux. Comme les Länder ont la main sur leurs impôts, c'est aussi eux qui organisent, même si c'est chapeauté centralement, le contrôle. Donc moi, quand j'étais chez Veolia Transport, on avait racheté une société pour s'implanter en Allemagne qui était à Francfort, puis à un moment, on l'a rapatriée à Berlin. En fait, j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, tous mes interlocuteurs fiscaux, administration, changeaient. Bon, je me disais, on déménage d'Allemagne en Allemagne, quoi, ça n'a pas changé. Bah si. Vous avez la même chose pour les professeurs. J'avais un fiscaliste qui était à Francfort, il m'a dit, moi je ne déménage pas à Berlin, parce qu'en fait ma femme, elle n'a pas de transfert automatique, vu que ce n'est pas le même Länder, donc elle est prof à Francfort, mais elle ne sera peut-être pas prof à Berlin. Et ça aussi, par rapport à l'ancrage, ça crée quand même pas mal de choses qu'on voit également en France, mais qui est encore plus poussé. Et c'est pareil en Italie. C'est une fédération en fait, l'Italie. On le voit moins que sur l'Allemagne, mais en fait c'est une fédération. Et là aussi c'est quand même. Alors il y a la brigade financière. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais sinon localement vous avez des brigades locales quoi, qui sont au Piémont, qui sont dans les Pouilles, qui sont en Toscane, etc. Ça fait partie aussi d'une certaine manière de l'ancrage territorial. Donc il existe encore. C'était la question. Oui, non, mais oui, il existe encore. Après, je pense que la fiscalité n'est plus ni un levier et rarement un enjeu, en fait.
comme on disait, ce que vous avez dit au début, hein, et c'est ce que j'ai essayé de dire, suivant votre activité, vous y restez pour des raisons qui sont opérationnelles, en fait. Et après, la fiscalité vient dessus, on peut aller voir son élu, on peut discuter, on peut faire plein de choses. Hein. Mais avant tout, vous y restez parce que vous y produisez, parce que vous avez besoin d'une ressource qui peut être humaine aussi. Hein. C'est pas pour faire insulte à d'autres régions, mais on trouvera sans doute moins de maîtres de chais dans certaines régions qui n'ont pas de culture viticole. Donc voilà, là je parle pour Rémy Cointreau, mais ça peut être pour plein d'autres choses, hein, des ingénieurs, ouais. Le mot de la fin était beau, merci. De rien, je ne savais pas que c'était le mot de la fin. Est-ce que vous avez des retours à nous faire sur cet ancrage territorial avec des expériences de vos propres sociétés ou autres? Professeur Lambert, rien, c'est fini. Bon, alors cette table ronde ne vous suscite qu'une émotion, je suis triste. Je vous propose qu'on refasse un point sur ou peut-être un tour de salle sur ce qui s'est dit aujourd'hui, ce matin. Donc on a vu les enjeux économiques, on a bien compris qu'il y avait quand même une évolution. Cet enjeu économique, il est là en fonction des politiques, un enjeu juridique qui reste fort et un ancrage territorial encore existant. Est-ce que vous avez des questions pour compléter ce qui s'est dit ce matin, des observations ou des points qu'on n'aurait pas traités? C'est maintenant, il ne faut pas hésiter. Rien? Merci. Juste une réflexion. On a souvent pris comme exemple le cas de l'Allemagne. Et comparaison n'est pas raison. L'Allemagne est un État fédéral et la France un État unitaire avec une organisation décentralisée. Il est toujours très difficile de faire ces comparaisons-là. Et surtout d'un point de vue juridique, j'espère ne pas me tromper sur la référence, le doyen Carbonnier parlait du mythe du législateur étranger. Donc il faut être extrêmement prudent avec ce qui se fait à l'étranger. Je voyage depuis quelques mois, j'ai la chance de voyager dans les territoires, de rencontrer des préfets, des sous-préfets, des administrations décentralisées ou déconcentrées, des agences. Et la France a une identité particulière qui est la sienne et il faut en tenir compte. Et on ne peut pas réformer ou changer tout ce qui se fait depuis des lustres. C'est pas aussi simple. Et prendre systématiquement l'exemple de ce qui se fait à l'étranger, on devrait peut-être regarder ce qu'on est en capacité de faire, notre génie français, et on a les ressources, alors qui diminuent. Hein. Vous disiez tout à l'heure que quand on fait une fusion de services, on garde les mêmes effectifs. Non. Je suis rentré à la DGFIP en 2009 en tant qu'inspecteur. Mais c'est ce que j'ai dit, la DGFIP, justement, a beaucoup diminué ses effectifs. Alors, j'étais vérificateur. C'était encore la DGI. Il n'y avait pas encore la DGFIP. Il y avait la DGI et la DGCP. Plus de 130 000 agents à la seule DGI. Et à la DGCP, peut-être 50 000. Aujourd'hui, on est à moins de 100 000. Oui, on en a moins de 88 donc, et quelques, je crois. Ça produit des résultats, mais il faut... Mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Absolument. Est-ce que ce n'est pas au détriment des compétences aussi dans les territoires? Je ne me prononcerai pas. Moi, oui. Là où vous avez raison, c'est que la majorité quand même des États dont on a parlé, en effet, sont des confédérations ou des fédérations. Donc nous, on est un peu atypique. Nous et certains États où malheureusement on a eu une influence très forte. Hein. Moi, j'ai pas mal bossé sur des contentieux algériens. C'était assez... facile, parce que l'administration c'est la même qu'en France. Le code, j'ai retrouvé des articles de taxe professionnelle que je connaissais bien et qui n'avaient plus cours en France, donc c'était assez confortable. Donc oui, après, il y a le modèle social, etc. Et je pense que tout le monde veut le conserver.
mais il faut quand même se poser la question d'être les seuls. C'est-à-dire que si on avait vraiment, entre guillemets, raison, c'est-à-dire que tous les autres sont idiots, ça fait un peu complexe de supériorité qu'on nous reproche d'ailleurs régulièrement. Donc oui, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas faire la même chose qu'en Allemagne. C'est évident. Ça ne fonctionnera pas. Après, est-ce que malgré tout, il n'y a pas quand même des choses à regarder chez eux? Je vous ai cette règle constitutionnelle qui dit, en fait, on ne modifie pas une loi. On la supprime et on en fait une nouvelle. Je pense, je ne la connaissais pas hein, à l'époque, je pense que c'est quand même quelque chose de bon sens. Et ça ne modifiera pas la structure de l'État français. Pareil sur tout ce qu'on a dit sur la jurisprudence, le contentieux, les choses politiques. Les Allemands sont hyper surpris de savoir qu'on a plusieurs cours suprêmes en France. Alors c'est l'histoire, peut-être qu'il ne faut pas totalement le modifier, mais eux, ils nous disent, nous, on a une Cour suprême. Et d'ailleurs, pour tous les Länder, en plus. Hein. Donc, quand j'expliquais à mon chef qu'on avait la Cour de cassation, le Conseil d'État, potentiellement le Conseil constitutionnel, ça lui paraissait bizarre. Et quand vous êtes confronté à ça, c'est vrai que vous vous dites aussi, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. On parlait de pas de niveau d'appel sur les impôts locaux. On voit que ça a des effets. Mais néanmoins, on ne remet pas en cause. Alors là, ça serait plutôt je ne sais pas si c'est de la complexification, mais en tout cas de l'alignement, ça mettrait quand même quelque chose en plus. Donc je suis d'accord avec vous. Ça n'empêche pas quand même de regarder les exemples autour. Et encore une fois, dans plein d'endroits, on n'est quand même pas nécessairement les meilleurs. On le voit en allant regarder. Donc il faut s'inventer, vous avez raison, il faut sans doute se réinventer. Après, c'est le courage politique, hein, c'est tout. Merci. Les régions en France sont des nains financiers. Ils n'ont pas les moyens de leur politique, clairement. Par exemple, l'attribution des compétences économiques aux régions. Vous croyez sérieusement qu'ils ont les moyens d'exercer pleinement leurs compétences économiques? Eh ben, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc c'est des nains financiers. Si vous comparez les budgets d'une région telle que les Hauts-de-France avec le budget de la ville de Lille, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même un petit problème. Donc c'est vraiment des nains financiers. Je pense qu'il faut en prendre conscience. Il y a un deuxième aspect un peu juridique, mais c'est la clause de compétence générale. C'est-à-dire le fait de dire je fais tout. Je suis une région, donc j'ai une compétence par exemple dans le domaine culturel, dans le domaine économique. Ah mais moi je suis le département, je n'ai pas cette compétence, mais je vais quand même l'exercer de façon à ce que je puisse dire à tout le monde que moi aussi j'ai une responsabilité économique. Donc on arrive à des choses... Enfin, c'est étrange, avec des compétences croisées, des gens qui font tout, etc. Alors, presque physiquement, on voit ça. Quand vous avez des travaux qui sont faits, par exemple, sur un collège ou qui sont faits sur un lycée ou sur un rond-point, etc., regardez la pancarte. Regardez la pancarte. Vous allez vous apercevoir... Union européenne, j'ai contribué à 10%. Le département machin, j'ai contribué à, etc. Le département, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, l'autre département? Il est là quand même. Donc je fais, moi, 5%, etc., etc. Et la commune, je fais, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde fait tout. Franchement, non, quoi. Enfin, moi, à titre personnel, hein. Franchement, non, je crois qu'il faut vraiment clarifier les choses, quoi. Vous, la région, vous avez une compétence économique, c'est ce que vous dit la loi depuis la loi de 1983, c'est les lois de fer, hein. Vous avez une compétence économique, exercez pleinement votre compétence économique. Vous, les départements, si tant est qu'on veuille les garder, vous avez des compétences dans le domaine social, exercez pleinement vos compétences dans le domaine social. Mais vous, la région, surtout pas. N'exercez pas des compétences dans le domaine social. C'est des compétences départementales. Si vous expliquez ça à un élu régional, le type, il ne comprend pas.
Pourquoi? Parce que lui aussi veut faire du social. Alors lui dit oui, mais juridiquement, c'est pas tout à fait votre truc, quoi. Oui, mais si je le fais pas, ça va m'être reproché. Si je le fais pas, ça va m'être reproché. Vous avez des communes qui exercent des compétences économiques. J'hallucine. Alors ça, je ne sais pas si c'est... Parce que la proximité de la commune avec l'activité économique, elle a un sens quand même. Elle a un sens, mais alors dans ce cas-là, il faut le dire. Les intercommunalités ont gardé la compétence économique. Absolument. C'est une compétence partagée avec les régions. Mais il faut le dire. Il faut le dire clairement. Et donc cette espèce de... La clause de compétence générale, hein, comme on dit en droit, fait qu'il y a une espèce de confusion des genres, etc. Alors moi, je me souviens bien quand même de la mise en place des lois de 1983, 81-83. On a dit, on va transférer, on va faire la décentralisation, les lois de fer, hein, on va faire la décentralisation, etc. Et il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, on a dit, oui, mais l'aspect financier, plus tard. Plus tard. Pas maintenant, c'est pas le sujet, c'est trop compliqué, vous n'allez rien comprendre, plus tard. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré des compétences, ça on les a transférées, ça aucun problème, hein. Les gens qui ont reçu la gestion des lycées ou qui ont reçu la gestion des collèges, ils s'en souviennent, parce que généralement l'État leur a transféré un patrimoine en mauvais état, et que le caractère de proximité avec les parents d'élèves fait qu'il a fallu faire des travaux, et que ça a coûté très cher. Et puis tout l'aspect, tout le volet financier, on a dit oh non, 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 plus tard. On est en 2025, c'est jamais fait. Et donc il faut vraiment clarifier, quoi. Il faut vraiment clarifier les compétences. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'une collectivité soit compétente dans tous les domaines. Je pense qu'il faut arriver à dire et à faire une sorte d'interdit en disant la région, elle s'occupe des questions économiques, ce n'est pas la fonction du département. Le département, il veut s'occuper de questions économiques, ce n'est pas la fonction du département. Le département, il a une compétence historiquement sociale, doit garder cette compétence sociale. Il faut arriver à dire ça et à l'imposer. Évidemment, les élus, ils vous tombent sur le poil en disant non, non, pas question, nous on fait tout. Nous on fait tout. C'est eux qui votent les lois. Absolument. Mais vraiment, je pense que si on veut arriver à ce genre de choses, il faut passer par là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Clairement, on n'y arrivera pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que les budgets soient bien séparés aussi. Absolument. Parce que sinon, ils n'ont pas assez pour faire leurs compétences uniques. Alors après, dans la suite du débat sur ce thème, c'est la spécialisation de la fiscalité locale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller vers une spécialisation en disant telle collectivité... C'est compliqué ça, parce que si vous avez des impôts qui sont un tant soit peu liés à l'activité économique, si vous avez une spécialisation, au moment où il y a un crack économique ou autre sur ce segment, vous avez des collectivités qui ont des difficultés de ressources. Donc, pas si simple, je trouve. Oui, mais il faut au moins qu'on en discute. Il faut au moins qu'on essaie de clarifier pour voir si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Il y a des gens comme Herzog, etc., qui ont écrit sur le sujet et qui défendent la thèse d'une spécialisation de la fiscalité locale en disant chaque niveau de collectivité doit recevoir un impôt particulier. Mais je suis d'accord, il y a un risque, celui que vous venez d'évoquer. Bien, c'est toujours un vieux serpent de mer, cette fiscalité locale. C'est pas une expression, c'est pas la mienne. Mais je la reprends parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore pas mal de choses à débattre. On est obligé de rendre l'antenne. Je suis désolée, il est 13h. Merci à vous tous pour votre participation active. Merci à nos intervenants. J'espère que vous avez été satisfaits de cette matinée et que j'aurai plaisir à la réitérer une année prochaine. Une par an, c'est bien. Sur d'autres sujets, peut-être plus juridiques, à voir, à déterminer. En tout cas, merci à tous et je vous dis à tous à très bientôt. Merci.